te rappelles Sonic? Tu prends les spectateurs pour des idiots, on a déjà fait une vidéo entière sur Sonic la dernière fois. C'était pour coller au format. Nous disions la dernière fois que les séries Sonic pouvaient se répartir en 2 périodes en fonction du design de Robotnik. Nous entrons donc dans la période des séries qui collent davantage à l'esthétique des jeux Sonic, en particulier des jeux Sonic Advance, où le manuel français se met également à appeler Robotnik Eggman, comme en version japonaise. À tel point qu'on serait tenté de dire que les séries Sonic se répartissent en fait en une période dite Robotnik et une période dite Eggman. Oui mais non. D'abord parce que dans Sonic X en VF, Robotnik s'appelle toujours Robotnik. Ça joue d'ailleurs un rôle dans l'intrigue, même si c'est le nom d'Eggman qui est écrit sur la télé transporté par son messager. D'autre part parce que dans Sonic le Hérisson et Sonic le Rebelle, même si le nom d'Eggman passe totalement à la trappe, son palais est en forme d'œuf, ce qui est probablement une référence. Bref, Sonic X est une série d'animation japonaise qui signe non seulement le passage de Sonic dans l'ambiance des dessins animés des années 2000, mais aussi le rapprochement avec l'univers des jeux, puisque la série a été développée par la Sonic Team. Le fait que ce soit une série japonaise est assez flagrant. La série n'est pas humoristique, mais il y a beaucoup de gags qui sont très japonais. J'en pense pour toi. Non, c'est pas à ça que je pensais. Ça alors, tu as des formes plutôt opulentes. Voilà, c'est plutôt ça. Que ce soit au niveau des gags ou au niveau du côté, disons, décomplexé de la mise en scène de certaines situations, la série contient des choses qui ont été jugées inappropriées pour un jeune public aux États-Unis où apparemment beaucoup de choses ont été censurées. Une fois n'est pas coutume, la version française est directement traduite de la version japonaise, donc contrairement à Digimon, nous n'aurons ni changement de bande-son ni censure outrancière. Ça vaut aussi pour les génériques de début et de fin, et comme dans Hikaru no Go, le générique de début est une traduction française du générique japonais. Pour le malheur de nos oreilles. Plus vite que la lumière, il court. Sans même toucher terre, il court. Pour nous sauver, il est le plus fort. Ah là 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 là, je sais que plein de gens sont fans d'opening japonais, mais là même le générique des 2 premières séries chantées par Alexis Thomasian était moins bidon. Sonic, plus rapide que moi, plus malin, plus rusé, y'en a pas. Car oui, c'est Alexis Thomasian. Je me demande s'il a eu honte ensuite. J'ai besoin de retrouver quelque chose que j'ai perdu. Mon honneur. Apparemment oui. Malgré ses gags matures et certaines scènes un peu violentes, Sonic X est clairement une série pour enfants, avec des codes de série pour enfants, et l'ambition d'être une série pour enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle est bête, globalement elle ne l'est pas. Elle est très inégale, et ça lui vient en partie du fait qu'elle essaye d'adapter des scénarios de jeux vidéo en les plaquant à la va comme je te pousse dans l'univers de la série, on y reviendra. Mais quand les auteurs écrivent une histoire inédite, en général ils s'appliquent et ils sont bons. Comme Sonic le Hérisson et Sonic le Rebelle, et contrairement aux aventures de Sonic et à Sonic Boom, Sonic X n'est pas une série totalement humoristique. Dans la précédente vidéo, nous disions que pour rendre leur série Sonic sérieuse, ils avaient rendu le méchant totalement sérieux à défaut de pouvoir rendre le héros totalement sérieux. Nous avons dit aussi que dans Sonic X, ils avaient fait autre chose. Alors, c'est quoi? Ils ont fait une série Digimon. Résumé du début. Nous sommes sur la planète Mobius, enfin qu'on n'appelle jamais comme ça dans la série, mais passons. La série débute dans le feu de l'action, puisque l'infâme Dr Robotnik a réuni les 7 émeraudes du chaos et s'en sert comme source d'énergie pour sa machine de la mort qui tue. Il a kidnappé Cream, la lapine, et son chaos de compagnie, Cheese. Sonic, Tails et Amy Rose sont en route pour arrêter Robotnik, mais seul Sonic parvient à passer les défenses de la forteresse. Tails et Amy se retrouvent en mauvaise posture, mais sont sauvés par Knuckles qui les emmène à l'abri. Tous ces détails peuvent paraître superflus, mais c'est important pour la suite de savoir qui est présent dans cette scène. D'ailleurs, précisons qu'il y a quelqu'un d'autre chez Robotnik, en plus de ses fidèles robots. Rouge, une chauve-souris chasseuse de primes et femme fatale, dont on ne sait pas trop pourquoi elle est chez Robotnik à ce moment-là. Au cours de l'affrontement entre Sonic et Robotnik, la machine de la mort qui tue est endommagée, et par l'entremise des émeraudes, toutes les personnes et objets présents dans le périmètre sont emportés par une gigantesque explosion qui les téléporte dans une autre dimension. Spoiler, c'est la nôtre, enfin la nôtre. On y reviendra. Au départ, l'action est centrée sur Sonic. On ne découvrira que plus tard, même si c'est assez évident dès le départ, que Cream, Cheese, Tails, Amy Rose, Knuckles, Robotnik et Rouge ont également été téléportés dans le monde des humains. Sonic, qui est un gros hérisson bleu, ne passe pas inaperçu longtemps et finit par être poursuivi par la police normale puis par une section spéciale habilitée à poursuivre les chauffards les plus rapides, à laquelle il échappe facilement vu qu'il est supersonique. Il est supersonique. Supersonique, engin dont la vitesse est supérieure à celle du son. De fil en aiguille, il se retrouve à tomber dans une piscine, ce qui est ballot car, comme dans toutes les continuités, Sonic ne sait pas nager, seulement marcher au fond de l'eau. Il est sauvé de la noyade par un jeune garçon, Chris Thorndike, dont c'est la piscine puisqu'il vit dans la gigantesque villa de ses parents milliardaires avec ses domestiques et son grand-père inventeur, ses parents étant toujours absents. Au premier regard échangé entre Sonic et Chris, on comprend que leur amitié sera quelque chose de central dans la série. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis qu'ils ont fait une série Digimon. La dynamique entre Chris et Sonic est une dynamique similaire à celle d'un Digisauveur et de son Digimon, et c'est généralisable à tous les personnages. On ne va pas tout résumer car c'est impossible, ou alors ce serait trop long. C'est plus ou moins une série à suivre avec de nombreux arcs et de nombreuses sous-intrigues.
Mais au fil des épisodes, cette dynamique à la Digimon va s'installer entre Tails et Chuck, le grand-père de Chris, puisqu'ils sont tous les deux scientifiques et bricoleurs, entre Amy Rose, Cream et les deux domestiques des Thorndike, Ella et Edward, particulièrement Ella qui apprendra la cuisine à Amy Rose et s'occupera beaucoup de Cream, qui est une vraie enfant contrairement aux autres qui sont plutôt des ados, entre Rouge et l'agent Topaz, puisque comme elle, Rouge se mettra à travailler pour le gouvernement, et enfin il y aura brièvement une relation de ce style entre Knuckles et Hawk, un archéologue, puisque Knuckles est lui-même gardien de temple et chasseur de trésors. Pas de Digisauveur pour Robotnik par contre. Non, Robotnik est un humain, la série grave se fait dans le marbre. On découvre que son grand-père, Gerald Robotnik, vivait dans le monde des humains et était bien un humain. De plus, alors que les êtres du monde de Sonic peuvent respirer dans l'espace, Robotnik doit porter un scaphandre, comme Chris. Robotnik est un humain, reconnaissable comme tel par tout humain qui se respecte puisque personne dans le monde des humains n'émet la moindre remarque sur son aspect physique bizarre. En vrai, il n'a pas un look absurde, il est juste dessiné comme ça. Je suis juste dessinée comme ça. Bref, Sonic, Knuckles, Amy Rose, Cream, Cheese et Tails se fixent d'abord pour objectif de réunir les émeraudes du chaos pour reproduire le phénomène qui les a téléportés dans notre monde afin de regagner le leur. Robotnik, que la perspective de rester coincé dans la dimension des humains ne gêne pas outre mesure, cherchera à réunir ces mêmes émeraudes pour reconstruire sa machine de la mort qui tue et conquérir le monde des humains. Quant à Rouge, elle se met à travailler pour le gouvernement. Ça aussi on y reviendra. Cette intrigue est menée de la même façon que l'est une série Digimon. Une bonne série Digimon même, un peu à la façon de Digimon Tamers. Mais tu disais que c'est cet aspect série Digimon qui permet de donner du sérieux à la série. Pourquoi ? Et ben voilà, ce monde réel est notre monde réel. Plus exactement, la situation est abordée avec un certain réalisme qui est juste excellent. Excellent. Nous, de façon générale, on aime beaucoup ça dans la fiction. Moi, en tout cas, j'aime Batman la série animée pour cette façon qu'elle a de nous faire vivre les situations comme si elles arrivaient à des vrais gens, qu'un personnage vienne nous dire que, super vilain ou pas, on n'évacue pas une ville de 10 millions d'habitants, qu'on nous fasse vivre la vraie difficulté qu'il y a quand on est procureur général à devoir gérer la présence d'un justicier en collant qui est là en vrai devant soi, qui n'est pas juste une expérience de pensée, à qui on ne peut pas juste demander d'arrêter d'exister, à cause duquel aucune peine nouvelle ne peut être prononcée contre des criminels récidivistes qu'il est malgré tout le seul à pouvoir arrêter. J'aime bien qu'on nous montre le monde réel qui doit réagir à l'apparition de problèmes totalement nouveaux. Et dans Sonic X, on est complètement dans ce délire. Déjà, dès que Sonic arrive dans le monde des humains, la réaction des policiers est aussi hétérogène qu'elle le serait sûrement dans la vraie vie. Il y a ceux qui pensent qu'il est dangereux, ceux qui pensent que c'est juste un gros animal inoffensif. Ils essayent de rapporter ça à des choses qu'ils connaissent plutôt que de brailler d'emblée que c'est un monstre. Ça donne le ton. La cartoonerie de Sonic X vient presque toujours des personnages du monde de Sonic, presque jamais de celui des humains. Certes, Edward, le majordome des Thorndike, est un peu fantasque. Et certes, le conseiller du président se la joue un peu trop super vilain. Mais dans l'ensemble, dès le début, on nous montre des personnages humains qui ont l'intention de réagir à ce qui leur arrive de façon rationnelle, ou du moins d'une façon cohérente avec ce que nous, dans notre monde d'humains, on est habitués à faire. Ce pragmatisme s'esquisse avec les policiers et se confirme fermement quand Robotnik commence à intervenir dans l'intrigue. On l'a dit, Robotnik veut conquérir le monde. Il commence par essayer de conquérir une grande ville, et se heurte à un mur. Qui est votre chef, pauvre avorton? Le chef de la police? Dites-lui que je veux lui parler. Alors, est-ce que cette ville est à moi? Ça dépend pas de moi. C'est au maire d'en décider. Dans ce cas, allez me chercher le maire. Je vous écoute. Cette ville est-elle à moi, oui ou non? Je ne peux pas en décider. Il faudrait poser la question à notre président. Voilà, dans le monde réel, exiger la reddition d'une ville, ça ne rime à rien. Parce que notre monde réel est trop compliqué, trop organisé. Vous pouvez occuper un endroit avec toute une armée et prendre le pouvoir comme ça, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, dans le monde réel, personne ne viendra jamais vous signer un papier comme quoi bravo, vous avez gagné, vous êtes le maître de Rome. C'est juste pas comme ça que ça marche. Dans notre monde, celui où les gens ne sont pas des figurants de BD de super-héros, les savants fous, les complots de science-fiction, les super-terroristes internationaux et les méchants de James Bond, ça n'existe pas. Le terrorisme existe, mais il ne conquiert pas par le terrorisme. Il se contente de foutre un bordel monstre qui certes affaiblit la société et ses structures, mais il ne suffit pas en lui-même à devenir le chef du secteur des 3 États. Il y a la police, il y a l'armée, il y a les services secrets, et il ne suffit pas de tuer le roi pour devenir le roi. D'autant plus dans les pays où il n'y a même pas droit à tuer. Alors Robotnik se casse les dents. Oui et non. Ce parti pris scénaristique a l'avantage de permettre que Robotnik soit un personnage comique sans pour autant être un clown. Le comique le concernant vient du fait que c'est un méchant de jeu vidéo avec un modus operandi de méchant de jeu vidéo, qui est certes très efficace dans son univers à lui, mais qui perd toute efficacité dans le monde réel. Mais ce n'est pas un clown, parce que le fait que sa méthode soit inappropriée n'empêche pas que, selon des standards humains, il est incroyablement balèze.
Sa technologie est infiniment plus avancée que celle du monde des humains. Ces robots sont en fait extrêmement solides, et seule la super force des personnages du monde de Sonic peuvent en venir à bout. Donc bien sûr, même si ses revendications sont totalement ridicules et même s'il est absolument impossible qu'il parvienne à conquérir le monde, il peut faire des dégâts considérables et la menace qu'il représente est prise très au sérieux par le gouvernement. Et on rencontre donc le personnage du président, qui cristallise le réalisme que les auteurs ont voulu insuffler à cette série. À première vue, on dirait qu'il va jouer le personnage du gros. Ce serait pas étonnant car cette série est en grande partie humoristique et même les personnages humains ont pour la plupart un aspect comique très proéminent. Mais non. En fait, c'est un personnage très raisonnable. Confronté à la menace de Robotnik et prenant la mesure de ce qu'est Robotnik et de ce qu'il n'est pas, il déclare que c'est un dangereux terroriste et décide de préparer une offensive contre lui. Et surtout de se renseigner sur lui et sur sa technologie. Il envoie donc les services secrets l'espionner sur l'île où a atterri sa forteresse, et comprenant qu'il y a un rapport entre lui et les mystérieux animaux à super pouvoir venus d'une autre dimension, comprenant également que non seulement il ne pourra pas simplement faire kidnapper Sonic et ses amis, mais qu'en plus il aura besoin de leur aide contre Robotnik, il décide d'une part de faire espionner Chris afin d'en apprendre le maximum sur Sonic, et d'autre part de recruter Rouge dans la section des services secrets qui espionne Robotnik. A l'inverse de ce qui se passe dans la plupart des histoires de supercriminels où l'armée normale et la police normale essayent sans succès de prendre les choses en main, les initiatives du président portent leurs fruits, puisque l'armée régulière finit par réussir à copier la technologie de Robotnik aux grand dames de ce dernier. Moi, ils n'ont pas le droit de copier mes inventions géniales sans mon consentement. C'est parfaitement illégal et immoral, et je crois que je vais les poursuivre devant la justice. Et puisque le projet d'offensive finit bel et bien par se concrétiser. Mes chers concitoyens, en accord avec mon gouvernement, j'ai décidé d'en finir aujourd'hui avec le docteur Robotnik. Plus tard, on verra le président tenter de rendre officielle sa collaboration avec Sonic pour améliorer son image publique, regretter de ne pas être un héros comme Sonic, et prendre des mesures dont on n'entend presque jamais parler dans la fiction pour réparer les dégâts matériels et humains causés par les super-vilains. Ça, c'est l'autorisation d'emprunter à un taux zéro pour rebâtir les habitations détruites. Certes, il signe un peu sans regarder, mais la plupart de ces décisions paraissent parfaitement raisonnables et adaptées à la situation. On est loin des arrêtés municipaux délirants de Sonic Boom. Arrêté d'interdiction d'autotamponnage. Les 13 premiers épisodes constituent un mini-arc qui permet de camper cette situation mi-réaliste, mi-délirante et de présenter les personnages. D'abord ceux du monde de Sonic. Sonic, qui est plus insouciant que jamais. L'essentiel, c'est qu'on s'en soit sorti, non? Tails, qui est jeune mais brillant. C'est juste un bricolage de fortune. Amy Rose, qui est impulsive et très amoureuse de Sonic, qui n'en a malheureusement pas grand chose à faire d'elle comme de qui que ce soit d'ailleurs. Tu savais que Sonic avait peur de l'eau et tu as essayé de le noyer. Knuckles, qui est très spontané, très râleur mais aussi très naïf. Ton insouciance me révolte et j'ai décidé d'en finir avec toi. Cream, qui est une enfant. Je n'ai pas assez de fleurs pour ma couronne. Cheese, qui est un bébé. Rouge, qui est une femme fatale obsédée par les pierres précieuses et les bijoux. J'ai toujours su obtenir la confiance des vieux messieurs. Et Robotnik, qui crève l'écran comme toujours. Ensuite, les personnages du monde des humains. Ils sont très nombreux, trop nombreux pour être décrits en détail, mais ils sont tous conçus de la façon la plus adéquate à leur rôle dans l'intrigue, qu'ils soient humoristiques comme l'oncle de Chris passionné de vitesse qui change tout le temps de surnom, sérieux comme l'instituteur de Chris qui est en fait un agent du gouvernement chargé de l'espionner mais qui doit quand même être réellement instituteur de formation puisqu'il aime visiblement réellement s'occuper des enfants, ou touchant comme Chris lui-même, qui est richissime mais à qui il manque l'essentiel, la présence de ses parents qui n'ont jamais de temps à lui consacrer, et qui joue auprès de Sonic le rôle que joue Wendy auprès de Peter Pan, Chris qui recherche constamment la compagnie de Sonic, son Digimon, alors que ce dernier au contraire était pris de liberté, n'est fondamentalement attaché à personne et se fiche un peu des sentiments des autres. Les épisodes 14 à 26 sont globalement moins inspirés. Ils sont globalement plus fantasques, certains sont même bien débiles. Il y a même un épisode du singe, pire que celui de Transformers, si tant est qu'on puisse considérer Devastator comme un singe géant. Mais ça c'est une autre histoire. Il y en a certains qui sont bien, mais on a le sentiment que les scénaristes ont écrit 26 épisodes alors qu'ils avaient des idées seulement pour une petite vingtaine d'épisodes. Disons qu'il y a des moments où les auteurs se sont rappelés qu'ils écrivaient une série pour enfants et où ils se sont dit que c'était pas trop la peine de se fouler. C'est flagrant quand on regarde les épisodes les plus bébêtes. Ça l'est encore plus dans les moments où les dialoguistes enchaînent des poncifs qui n'ont rien à voir avec rien en se disant que du moment que la morale est reconnaissable, peu importe qu'elle colle ou non au propos de l'épisode. Et du coup ça sonne creux. Par exemple, quand Chris avoue à Sonic qu'il est triste de devoir lui dire adieu, celui-ci répond par la morale type sur le thème « Tu n'as pas de super pouvoir mais tu es courageux », alors que c'était absolument pas le sujet. Parfois, les scénaristes et les dialoguistes ont pensé qu'il suffisait de juxtaposer des dialogues types et des situations types pour plaire aux enfants, peu importe si ces éléments types ne s'enchaînent pas de manière logique ou n'ont rien à faire là. Toujours est-il que l'épisode 26 conclut le premier grand arc, de façon abrupte d'ailleurs. On n'est pas vraiment sûr de bien comprendre ce qui s'est passé avant l'épisode suivant où la réponse est en fait pas grand-chose. Et c'est là qu'il faut parler de la structure bizarre de cette série.
Profitant du fait d'avoir un univers proche de celui des jeux, la série a voulu adapter les scénarios de jeu en arc de Sonic X. De ce fait, la série se divise en 3 parties. 2 parties imbriquées l'une dans l'autre et l'arc des Metarex. Celui-là, c'est le dernier, donc on en parlera après. Les 2 parties imbriquées l'une dans l'autre sont, d'une part, les arcs inédits écrits par les auteurs de la série, et d'autre part, les arcs adaptés de jeu. Les arcs adaptés de jeu sont au nombre de 3. Ils ont plusieurs gros problèmes. En premier lieu, ils ont voulu plaquer ces scénarios de jeu dans la continuité de Sonic X, qui a quand même pour principe que nous sommes dans le monde des humains et pas dans celui de Sonic, et qu'il y a tout un tas de personnages absents des jeux, ce qui génère un certain nombre de bizarreries. D'une manière générale, les personnages se mettent à faire certaines choses ou adopter certains codes qui non seulement sortent de nulle part et n'ont pas vraiment été introduits, mais en plus s'accordent mal avec le fait que les personnages de Sonic ne sont pas dans leur monde et sont parfois incohérents avec le début de la série. Citons 2 de ces bizarreries. La première. Au début de l'arc de Shadow adapté de Sonic Adventure 2, Knuckles fait comme s'il ne connaissait pas Rouge alors qu'il se connaissait de longue date auparavant. C'est parce que dans le jeu, leur première rencontre a lieu à ce moment-là. La seconde, Gérald Robotnik a créé Shadow, qui ressemble exactement à un hérisson du monde de Sonic. Alors que non seulement sa création n'a rien à voir avec Sonic, même si tout le monde, spectateurs et personnages confondus, trouve que Shadow ressemble beaucoup à Sonic, mais en plus, c'est fait dans un monde, celui des humains, où les hérissons ne ressemblent pas à ça, et n'ont pas la réputation d'être rapides. Si nous avons bien compris, même dans le jeu, la ressemblance entre Sonic et Shadow n'est pas volontaire de la part de Gérald Robotnik. Mais ça paraît crédible dans un monde où les hérissons ont cette tronche-là. Pas dans le monde des humains de Sonic X où un hérisson, c'est ça. En second lieu, il y a un gros problème de structure. C'est sûrement lié à l'œuvre originale. Des choses importantes se passent hors cadre, les scènes s'enchaînent dans un ordre bizarre et les sous-intrigues sont bizarrement imbriquées les unes dans les autres. La conjonction du problème de structure et du problème d'univers fait que le pourquoi du comment de certaines choses est peu clair et que le cheminement de pensée des personnages est parfois très bizarre. Comme quand, dans l'arc de chaos adapté de Sonic Adventure, Knuckles visite des hôtels en rêve et peine à se souvenir où il les a déjà vus alors qu'il ressemble trait pour trait à celui qu'il gardait peu de temps auparavant. Le résultat, c'est que le comportement des personnages dans ces arcs est parfois incompréhensible et parfois très énervant, comme dans l'arc de Shadow où la journaliste et l'instituteur poursuivent leur enquête comme si de rien n'était, alors que la fin du monde est annoncée pour le jour même, et qu'en plus ça pourrait leur servir d'argument pour convaincre le vieil agent qu'ils interrogent, qui connaît des détails cruciaux, de leur révéler les informations qui les intéressent. C'est vrai que les arcs inédits contenaient aussi des bizarreries telles que la présence de chaos dans le monde des humains qui ne surprend personne, mais c'était des éléments anecdotiques essentiellement cantonnés aux épisodes les moins inspirés de la série. Ce genre de problème est plus général dans les 3 arcs adaptés de jeu. Et comme il est général, il est difficile à décrire avec des mots. On peut donner des exemples, mais c'est l'impression globale que font ces arcs qui est dissonante. Il faut le constater par soi-même pour bien comprendre ce qui cloche. Pourtant, ces arcs sont bourrés de bonnes idées, mais le problème est le même que la fin de Michel Strogoff. Ils sont pas raccords avec le reste, et on a vu que dans ces cas-là, l'intrigue est difficile à prendre au sérieux. Alors, j'ai dit les 3 arcs adaptés de jeu, mais on a surtout parlé des arcs adaptés de Sonic Adventure 1 et 2. L'arc des Merles, adapté de Sonic Battle, est justement particulièrement fantasque, mais n'a pas ce genre de problème de structure ou d'univers parce qu'il est plus simple, et que davantage d'efforts ont été faits pour l'adapter au contexte de Sonic X. On y voit quand même le président participer au tournoi de lutte. Vous êtes sérieux? Ouais, le réalisme de cette série a ses limites. Mais croyez-le ou non, le fait d'avoir pris toutes les précautions au début de la série pour montrer que le monde des humains est complexe rend ce genre de fantaisie paradoxalement crédible. Terriblement sérieux, oui, c'est un vieux rêve d'enfant. On nous montre au fil de la série le monde des humains qui s'adapte progressivement à la présence des ressortissants du monde de Sonic qui sont de plus en plus nombreux, que ce soit parce qu'il y a des types comme Robotnik qui sont suffisamment puissants pour imposer au monde entier que les émeraudes du chaos reviennent aux vainqueurs d'un match de baseball, ou tout simplement parce que les gens, inspirés par Sonic, deviennent épris de liberté comme lui et se mettent à faire mai 68. Ce mouvement se développe régulièrement et remet tout en question. On est libre! C'est vrai que le côté monde réaliste a tendance à disparaître dans les arcs adaptés de jeu pour revenir au galop dans les arcs inédits, mais il serait injuste de dire que ceux-ci ne contiennent rien d'irréaliste côté humain. Comme j'ai dit, le conseiller du président est un méchant de dessin animé, pas un personnage réaliste. Mais la façon dont il le gère par la suite est pas banale. Il finit par se faire virer pour avoir pactisé avec Robotnik et devient SDF. Ça c'est classique, ça arrive aussi à Valmont dans Jackie Chan. Oui, et à partir de ce point, il fait seulement des caméos en tant que clochard. Et puis arrive l'arc de la lune de Robotnik. C'est un exemple typique de la façon qu'a cette série de représenter la super-vilainie appliquée à un monde réaliste. Robotnik a détruit la lune au cours de l'arc précédent. Il prétend vouloir se racheter en réparant la lune. En réalité, son plan consiste à implanter un dispositif de sa conception dans la lune pour qu'elle aille se placer entre le soleil et la Terre afin que celle-ci soit entièrement plongée dans l'obscurité. Passons rapidement sur pourquoi ça peut pas marcher. Voilà. C'est la psychologie qui est réaliste, pas la science.
En plus de plonger la Terre dans l'obscurité, cette lune capte l'énergie solaire que Robotnik utilise pour alimenter des espèces de lampadaires qui émettent une lumière identique à celle du Soleil. En prétendant que le déplacement de la Lune est accidentel et qu'il n'a pas voulu plonger la Terre dans le noir, Robotnik parvient à convaincre le président qu'il s'est repenti et qu'il détient la solution au problème, vendre des lampadaires à la population afin que celle-ci puisse s'éclairer. Du coup, il fait ça et devient non seulement riche, mais adulé par la population. Il a enfin compris comment on conquiert un monde réaliste. Bon, en réalité, il y a aussi un plan diabolique derrière cette histoire de lampadaires qui sera déjoué par Sonic. Mais voilà où je veux en venir. Les riches achètent les lampadaires, mais les pauvres restent privés de lumière. Le conseiller du président, qui est maintenant un clochard, donc un pauvre, mais qui reste malgré tout un politicien, décide d'aller plaider la cause des pauvres à la mairie pour que des fonds publics soient engagés pour l'installation d'un éclairage dans la rue. Des négociations ont lieu au Parlement et l'éclairage public finit par être installé. C'est en ça que cet univers est réaliste et que le traitement de ce personnage n'est pas banal. C'est un univers où on se pose ce genre de questions. Je pense que le devoir de la municipalité est de fournir de la lumière à tout le monde. Oh, une minute, ce serait désavantager ceux qui ont fait l'effort de prendre un abonnement. Tout ça fait que quand on voit les bizarreries de cet univers, comme le fait qu'ils ont une section spéciale de la police constituée de conducteurs sportifs pour courser les chauffards trop rapides pour la police normale, on ne trouve pas ça juste drôle. On se dit aussi qu'en fait c'est une super bonne idée. J'ai dit que la dimension des humains de Sonic X était la nôtre. On a vu qu'elle était réaliste, même plus que celle de Digimon Tamers, qui fait semblant au début d'être notre monde réel où Digimon est une série animée. Mais ironiquement, c'est pas du tout notre monde en fait. Regardez ce planisphère. Pour finir sur cet aspect, je voudrais quand même qu'on remarque une chose. Sonic X a beau être une série pour enfants avec des codes de série pour enfants et l'ambition d'être une série pour enfants, elle leur montre quand même que la société humaine est complexe. Trop complexe pour qu'il suffise d'obliger le maire à démissionner en sa faveur pour devenir le tyran d'une ville. Et trop complexe pour que les attaques de super-vilains soient sans conséquence sur le plan humain et matériel. C'est plus d'efforts que n'en fait Ladybug, où l'ensemble de la population est au courant qu'un super-vilain menace régulièrement Paris, mais trouve quand même normal de laisser à 2 ados en costume le soin de le contenir plutôt que de mobiliser la police pour l'arrêter, et où prendre en otage le maire de Paris suffit pour devenir le maître absolu incontesté. Alors oui, il s'agit d'une série avec des sèche-cheveux géants et des pigeons Bender, oui, l'héroïne habite rue Gottlieb, oui, c'est pour les enfants, et non, ça n'a pas vocation à être pris au sérieux. Mais Sonic X non plus, et Sonic X c'est tout de même payer le luxe de camper une société humaine complexe. Alors j'apprécie. Le portrait de la série ne serait pas complet sans parler de l'humour. C'est une série à forte composante humoristique. On a parlé de l'humour japonais, il y a aussi beaucoup de gags liés à l'excentricité des personnages. Il y a aussi des gags de 4e mur, comme le fait que la série est une série dans sa propre continuité. Allez, passe le générique, on s'en fiche pas mal. Quoi? Bon, je le regarderai tout à l'heure toute seule. Apparemment, les auteurs étaient très remontés contre les recommandations sur l'exemple à montrer aux enfants dans les dessins animés, parce qu'il y a tout un tas de gags là-dessus. Si ce n'était pas dans un dessin animé, ils auraient tous été tués. C'est l'avantage du dessin animé. C'est toujours un point qui me chagrine si les enfants qui nous regardent se mettaient à faire comme nous. Ils ne peuvent pas envoyer des missiles et des rayons laser. De nos jours, on ne peut pas en être sûr. Moi, c'est ce gag en particulier qui m'a particulièrement touché. Oui, c'est exact. Je vais utiliser le plus formidable robot jamais imaginé en partant de cet appareil et en le transformant en une terrible machine de guerre. Et vous, les enfants, ne ratez surtout pas la suite de cette histoire si vous ne voulez pas avoir l'air idiot demain en arrivant à l'école. Regardez ça. Est-ce que vous réalisez le nombre de fois où les enfants de ma génération qui avaient des coupures de pub au milieu des épisodes et étaient contraints de couper la télé par leur nounou qui croyait que l'épisode était terminé ont effectivement eu l'air idiots en arrivant à l'école parce qu'ils étaient les seuls à ne pas connaître la fin de l'épisode? Bon. Les épisodes 50 et 51 mettent en scène ce qui manque dans Ulysse 31, c'est-à-dire l'inévitable moment où les personnages du monde de Sonic doivent se séparer pour toujours de leurs amis humains. C'est aussi émouvant qu'on peut l'imaginer, mais une partie se passe hors cadre, décidément les auteurs aiment bien mettre leur fin hors cadre, et on enchaîne sur un épilogue à l'épisode 52. En d'autres termes, c'est une fin fermée, du moins une fin fermée de l'intrigue de Sonic X, c'est-à-dire Sonic et consorts se retrouvant prisonniers du monde des humains et cherchant à en repartir. Donc, comme c'est une fin fermée, il fallait bien, n'est-ce pas, y faire une suite. Et nous avons l'arc des Metarex. Ah, l'arc des Metarex. Parlons-en de l'arc des Metarex. Enfin, pas longtemps parce qu'il en vaut vraiment pas la peine. Une fois n'est pas coutume, le problème n'est pas que c'est une suite après fin fermée. Enfin si... Enfin non. Plus exactement, les auteurs savaient quel était le problème des suites après fin fermée. Alors ils ont cherché à éviter tous les écueils de la suite après fin fermée. Ils ont réussi, mis à part la nécessaire réapparition de Chris sans laquelle Sonic X ne mériterait plus ce nom. Mais le résultat, c'est qu'ils sont partis dans totalement autre chose. Un autre chose que ça les faisait apparemment chier d'écrire.
Le résultat, c'est que cet arc des Metarex est abominablement chiant. Ne vous laissez pas influencer par le character design intéressant. Oui, les personnages sont jolis. Oui, ils ont un design exotique. Et oui, si vous voyez l'intrigue résumée, vous trouverez que ça a l'air bien. Mais en vrai, c'est mieux. C'est long, c'est bourré de petites incohérences qui rendent le truc impossible à prendre au sérieux. Les dialogues sont creux et au risque de nous répéter, l'ennui qu'éprouvaient les scénaristes à écrire cet arc est palpable. Au Japon, cet arc n'est sorti qu'en DVD et nous, Français, avons eu l'exclusivité mondiale de sa diffusion à la télé. Pas de quoi se vanter, vraiment. Vous avez sûrement l'impression que si on ne dit rien de cet arc, c'est parce qu'on ne sait pas quoi en dire. Même pas, on a pris une tonne de notes en regardant, mais franchement, dire tout ça vous donnerait une impression qui n'est pas conforme à la réalité. L'impression que cet arc est quand même intéressant, car jamais en 5 minutes d'exposition, on ne pourra vous faire ressentir le fait que les 2-3 éléments intéressants sont étalés sur 26 épisodes, un peu comme... Du beurre qu'on aurait étiré sur une tartine trop grande. Qu'on se contente de dire que cet arc n'est sauvé du néant créatif que par le fait que, fidèle à lui-même, Robotnik y crève l'écran plus que jamais car les scénaristes se décident à complètement lui donner le beau rôle de façon non démentie jusqu'à la toute fin de la série. N'en disons pas plus. Bon, sinon, tu te rappelles de Sonic Boom? On dit se souvenir d'eux et se rappeler que... On dit se souvenir d'eux et se rappeler que... Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'une série en cours de diffusion dont nous n'avons vu que la saison 1. Souvent, lorsque nous mentionnons cette série, les gens nous parlent des jeux. Nous ne connaissons pas les jeux, mais à notre avis, la série n'a probablement rien à voir. Les personnages principaux sont probablement les mêmes. Sonic, Tails et Amy Rose sont grosso modo les mêmes que dans Sonic X. Dans cette continuité, Sonic est réellement intéressé par Amy et ne se contente pas de faire semblant. Et l'amour de Tails pour les machines ainsi que la possessivité d'Amy sont montrés sous un jour plus négatif que dans Sonic X et sont l'occasion de gags sur leur côté malsain. Au lieu d'être simplement naïf, Knuckles est juste bête dans cette continuité. Quand il est possible de ne pas comprendre une chose, il ne la comprend pas. Robotnik, désormais uniquement appelé Eggman, a une personnalité similaire à celle de Sonic X. C'est physiquement qu'il a beaucoup changé. Au lieu d'être gros, il est costaud. Au lieu d'avoir des boulons, il a des goggles. Et sa moustache, apparemment animée poil par poil, est plus superbe que jamais. Parmi les principaux, il y a 3 personnages inédits. Orbot et Cubot, qui sont les robots de Robotnik, pardon Eggman pour cette série, et Styx, décrite comme étant un blaireau. Elle est paranoïaque et sauvage. Ces personnages sont sans doute fidèles à leur version jeu vidéo. C'est pas pour ça qu'on dit que la série n'a probablement rien à voir avec le jeu Sonic Boom. Sonic Boom est une série purement humoristique, comme les aventures de Sonic. Mais la comparaison s'arrête là. L'humour de Sonic Boom est essentiellement verbal, plus encore que celui de Phineas et Ferb. Et c'est une série incroyablement drôle. Quand on voit son graphisme peu accrocheur et un peu minimaliste, on s'attend à trouver ça fade, bancal et un peu bébête. Tu rigoles? Le premier décor qu'on voit, c'est le territoire du désert de Code Lyoko. Justement, ce graphisme dépouillé convient pour représenter un monde virtuel qui ne contient que ce que le programmeur a bien voulu y mettre, pas pour représenter un monde réel. Bref, en tout état de cause, le graphisme n'est pas alléchant. On s'attend à une série service minimum comme il y en a tant. On a une grosse surprise quand on commence à regarder. En fait, notre étonnement face à cette série est tel qu'on a envie de citer tous les gags de tous les épisodes parce qu'ils sont tous vraiment différents les uns des autres et qu'il paraît pas possible de montrer ce qu'est la série sans les montrer tous. Mais c'est évidemment pas possible, et puis ça gâcherait tout, comme ces bandes annonces de films humoristiques qui montrent tous les meilleurs gags. Fort heureusement, à tête reposée, on peut regrouper ces gags en 3 grands groupes qui sont en fait les 3 ressorts humoristiques de la série. Enfin, 3 ressorts généraux plus les gags sur les idiosyncrasies des personnages. Commençons par ces gags-là. Il y a en particulier un très grand nombre de gags sur la bêtise de Knuckles, mais qui ne sont jamais vraiment des gags de gros. Déjà parce qu'il en plaisante lui-même. Je suis un génie du mal avec une intelligence moyenne. Ensuite parce que sa bêtise ne lui apporte pas vraiment de souffrance ou de mésaventure qui serait l'objet du gag. Elle est souvent l'occasion d'un bon mot. Ce sont aussi souvent des gags à la Minus ou à la Ducobu, où la bêtise du personnage permet d'envisager un aspect différent de la situation. Je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve le plus diabolique. Me construire un grand parc d'attractions. Ça ne sonne pas très diabolique. Ça peut même créer des emplois. Il y a aussi beaucoup de gags sur Amy Rose. Dans beaucoup de dessins animés occidentaux récents, on trouve des personnages féminins perpétuellement joyeux et qui tiennent à imposer au monde entier leur façon de fonctionner, soi-disant parce que le but final est de rendre les autres heureux, et dont la bonté ne fait à ce point aucun doute aux yeux des auteurs que ces personnages font, en pratique, subir des choses horribles à leur entourage en toute impunité, qu'il s'agisse simplement d'harceler son monde, y compris les inconnus dans la rue, ou d'entraver la bonne marche de la quête pour empêcher la fin du monde avec des lubies toutes plus futiles et passagères les unes que les autres, dans une certitude jamais démentie que ce comportement apporte de la joie au monde, à tel point que, lorsqu'une licorne dit à ces personnages qu'ils sont d'horribles personnes, le spectateur est censé croire que c'est la licorne qui est trop sévère, se trompe ou ment. Bon.
À travers Amy Rose, Sonic Boom choisit de montrer les aspects négatifs de ce mode de comportement. Ce qui est admirable, c'est que la série ne force pas le trait, pas trop. En fait, Amy Rose a beaucoup de théories toutes faites sur la psychologie et fait des pieds et des mains pour imposer sa façon de voir les choses aux autres personnages, y compris les moins importants, parce qu'elle a le sentiment que ça fait d'elle quelqu'un de gentil. La série a à cœur de montrer que si cette façon de fonctionner est le plus souvent néfaste et parfois franchement tyrannique, elle est parfois appropriée, ou du moins le serait dans une situation plus normale. Elle a aussi à cœur de montrer que si cette démarche a son côté hypocrite, elle n'est pas non plus dénuée de sincérité. Ça peut déplaire de voir un personnage généralement positif comme Amy Rose être traité comme devraient l'être des personnages comme Pinkie Pie ou Mabel, mais il n'en demeure pas moins que ces gags sont drôles et que c'est malgré tout parce qu'Amy fonctionne de cette façon qu'elle s'entend toujours aussi bien avec Robotnik. Pardon, Eggman. Et enfin, il y a les gags de Styx. Enlève tout de suite ces trucs. Tu vas attirer les insectes et le mauvais œil et les aliens. Mais les trucs jolis attirent les agents du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on m'écoute jamais? Pourquoi on me prend pour une paranoïaque? Et toi, arrête de me suivre! Vous avez compris le principe. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour nous? Il paie les pompiers, ce qui est quand même une bonne idée. Les personnages secondaires ont également des gags récurrents, mais ils peuvent être rangés dans les 3 grands ressorts généraux dont tu parlais tout à l'heure. Par lequel on commence? Par celui qui nous touche le plus. Oui, ceux qui nous regardent depuis longtemps l'auront remarqué, en particulier par le biais de nos top 10, nous nous intéressons beaucoup à la façon dont fonctionne la fiction. La fiction ne ressemble pas à la réalité. Il suffit de voir des films inspirés d'histoires vraies pour s'en rendre compte. Contrairement à la réalité, la fiction a une direction et un but. Les personnages parlent, agissent, réussissent et échouent seulement d'une certaine façon et pour un certain type de raison. Les univers de fiction ont un centre puisqu'ils ont des personnages principaux et ils sont de ce fait toujours beaucoup plus petits que notre réalité. Sonic Boom propose une grande variété de gags sur le fait que les personnages de fiction ne vivent pas une vie normale et sur les détails qui permettent de distinguer la fiction de la réalité, que ce soit sur la forme... Je sais exactement ce qu'on va faire. On n'a qu'à créer notre boys band. Il fallait vraiment que tu nous traînes jusqu'ici pour finir ta phrase. ou sur le fond. Votre rendez-vous de 13h est passé à 16h. Celui de 16h est passé à 14h. En même temps, ça me semble plutôt logique que ce type ne dévoile pas son plan diabolique pile poil au moment où on l'espionne. Je passe du coq à l'âne, mais comment se déroule notre plan diabolique? Oui. Sonic le Rebelle tient les spectateurs pour des connaisseurs auxquels il n'y a pas besoin de tout expliquer, puisqu'au fond les histoires sont toutes les mêmes. Sonic Boom les tient pour... des experts. C'est simple, c'est les clés de bagnole en série animée. Et, comme dans les clés de bagnole, ces gags sur la fiction ne sont drôles que si on connaît les codes évoqués, et encore seulement si on a déjà réfléchi à leur côté bizarre. En d'autres termes, ces gags ne sont pas pour les enfants. Certains sont plutôt convenus, mais d'autres sont vraiment perchés. Les gags les plus drôles sont ceux qui portent sur les événements qui ont lieu hors cadre, et sur le fait que des événements ont lieu tout court. Encore une fois, ces gags, comme tous les autres, sont très diversifiés et ça donne envie de tous les montrer. Alors, on en a choisi un seul pour vous donner une idée, un qui n'est ni le plus convenu ni le plus perché, mais qui permet de se rendre compte du niveau d'implicite de ces gags en général. Le film était pas mal, mais au début, c'est vraiment un peu lent. Sonic, il est clair que tu ne comprends rien au cinéma et aux séries télé. Il y a toujours un peu de blabla avant qu'il ne se passe enfin quelque chose et que l'histoire démarre. Les amis, voici ma nouvelle invention. C'est le premier ressort comique de la série. Ce sont des gags d'initiés, mais la série en général est une série d'initiés. Ça se voit aux épisodes types. Il y a dans la série un épisode de l'échange de corps et un épisode à la Un jour sans fin. Ces deux épisodes ont une mise en scène assez expéditive, qui montre que les auteurs s'adressent à un public qui connaît bien l'épisode de l'échange de corps et l'épisode à la Un jour sans fin. Alors ils ne se sont pas privés de faire parler les personnages qui ont échangé de corps avec la voix de leur corps plutôt qu'avec la voix de leur esprit. Et qu'est-ce que je fais dans le corps d'Eggman? Et ils ont supprimé tous les éléments d'exposition qu'on trouve généralement dans l'épisode à la Un jour sans fin pour ne garder que les gags. Arrête, ça n'existe pas ce genre de truc. Oh, tu sais quoi? Il faut qu'on en discute tous les deux. Ça te dit si je passe chez toi ce matin à la première heure? Le deuxième grand ressort humoristique de la série, c'est le fait que les personnages secondaires soient de gros relous. Les choix esthétiques de la série sont très étranges. Déjà, on ne comprend pas pourquoi les personnages principaux ont ces espèces de bandages sur les jambes. Bon, ça c'est un truc des jeux. Mais ce qu'on comprend encore moins au premier abord, c'est pourquoi tout est si terne, mis à part la nature en dehors du village et les personnages principaux. En regardant la série, on comprend. Les personnages secondaires sont ternes et mornes comme des personnages de tableau de Toulouse-Lautrec parce que ça correspond à leur personnalité, qui est un peu celle des figurants des Chevaliers de Baphomet, en pire. Les figurants de Sonic Boom sont des espèces de misérables avec des personnalités de figurants de sitcom et des réflexes à la Marvel. Là encore, même s'ils sont peu nombreux et réutilisés à l'occasion dans des rôles différents, il y a une grande variété d'attitudes de personnages secondaires qui participent à l'humour de la série, entre la peuplade d'indigènes qui ne survit qu'en culpabilisant les autres pour qu'ils fassent tout à leur place, la mère indigne qui met son bébé en danger en permanence, et le bibliothécaire Grammar nazi. C'est qui écrite par qui? Il y a un peu de tout. Ce ressort humoristique pose une nouvelle fois la question du public cible de la série.
Non seulement pour trouver ça drôle, il faut connaître suffisamment la vie pour savoir ce qu'est un grammar nazi, mais il faut aussi avoir vu tous les épisodes, car ces gags récurrents ne font pas toujours rire du premier coup. Et il faut avoir compris le truc au bout de 5 ou 6 épisodes de 10 minutes pour profiter pleinement de ces gags. Toujours est-il que de ce second ressort humoristique découle le troisième, la futilité des enjeux. Le principe est le même que dans Teen Titango, une série de super-héros où l'enjeu de l'épisode n'a pratiquement jamais rien à voir avec le super-héroïsme, mais porte au contraire sur des banalités de la vie quotidienne ou sur des situations absurdes à la Bob l'éponge. Sauf que Teen Titango n'a pas de figurant pour justifier cet état d'esprit et en fait soit trop soit pas assez pour que ce soit drôle. Sonic Boom, du fait d'avoir cette ambiance avec les figurants relous, en fait juste ce qu'il faut. L'enjeu d'un épisode de Sonic Boom porte toujours sur quelque chose d'un peu futile. Que ce soit Robotnik, Eggman, qui est hébergé chez Tails et a des problèmes de cohabitation avec les autres, ou Sonic qui a eu le malheur de qualifier un civil de normal s'attirant les foudres de la population. C'est vrai quoi Sonic? C'est nul de dire un truc pareil à quelqu'un. Les situations sont toujours en décalage avec le fait qu'on est censé être dans une série de super-héros. C'est aussi pour ça que la série n'a sans doute rien à voir avec le jeu. La série est parodique, et l'efficacité de ce parti pris doit beaucoup aux figurants qui, étant de gros relous, ont un sens des priorités qui est ce qu'il est, et qui fait qu'effectivement le fait que Sonic et ses amis soient un bon exemple pour les enfants est plus important que la défaite de Robotnik, Eggman. C'est sans doute pour ça, et aussi parce que les auteurs voulaient visiblement prendre leur revanche sur la vie quotidienne, que par 2 fois, le dénouement de la scène d'action implique un accident de selfie. Wouh! Sous des dehors de séries banales et sans ambition, Sonic Boom est en fait une série comique à l'humour extrêmement bien dosé. Son caractère purement humoristique rend la comparaison avec les aventures de Sonic tentante. En faisant cette comparaison, on serait tenté de dire que le divertissement pour enfants a fait beaucoup de progrès en 20 ans et quelques. Mais ce raisonnement serait fallacieux. Sonic Boom n'est clairement pas pensé que pour les enfants, avec ses gags sur la vie en général et sur la structure de la fiction. Les gags sur le fait que le est le deuxième prénom de Sonic, les références à la culture populaire et les clins d'œil au premier jeu Sonic témoignent du fait que les auteurs étaient conscients qu'ils seraient regardés par un public un peu plus âgé. Est-ce un hasard si cette série est l'une des premières à avoir un doublage en créole antillais? Mais où c'est l'ennemi, j'y vais au moins. C'est vrai. Mais n'empêche qu'on peut vivre en bons amis. Bon d'où ça, c'est en docteur, pas en vrai docteur, on pas fait médecine, mais en professeur, ou vrai? Sûrement. Mais il n'empêche que c'est un bon choix. Finalement, ces 5 séries Sonic sont très différentes les unes des autres. Parlons pour finir de ce qui les rapproche. Le personnage de Sonic est à peu près toujours le même. Mais c'est surtout à quelques détails anecdotiques qu'on voit la parenté entre toutes ces séries. De manière amusante, le grand-père scientifique de Chris dans Sonic X s'appelle Chuck, comme l'oncle scientifique de Sonic dans Sonic le Hérisson en VO et dans Sonic le Rebelle en version américaine et française. Un autre détail frappant qu'on retrouve de série en série, c'est la structure de l'équipe de Robotnik. Il a toujours 2 sidekicks, plus éventuellement un 3e secondaire. Dans les aventures de Sonic, ce sont les 2 robots qu'il crée au premier épisode, plus le robot singe. Dans Sonic le Hérisson, c'est la fouine et l'oiseau robot. Dans Sonic le Rebelle, c'est Louvois et Durdure. Dans Sonic X, ce sont de nouveau des robots, Deco et Boko, plus beaucoup de le messager, qui sont d'abord des personnages comiques, qui deviennent de plus en plus touchants au fil de la série. Et dans Sonic Boom, ce sont Orbot et Cubot. Ce détail amusant permet de reconnaître Robotnik ou Eggman de série en série, malgré le fait qu'il a beaucoup changé entre les aventures de Sonic et Sonic Boom. Le fait qu'il faille invoquer des détails comme cela pour trouver des points communs aux 5 séries prouve que les plus récentes font tout sauf redite avec les plus anciennes. Sonic X et Sonic Boom sont 2 séries originales qui méritent qu'on s'en souvienne. Un gros chat. Est-ce que j'ai une tête de chat? Hey mon pote, comment tu te sens? Super Héros Squad, l'union fait la force. Un autre Gérard? Oh, je suis poursuivi. Tu as toujours su faire des cocktails explosifs. Comment tu peux dire une chose pareille? Construis tes phrases de cette façon. Quand tu fais ça, moi je ressens ça. Tu les veux pour aller faire la guerre? Je t'ai cherché un peu partout. Je t'en prie, Shadow, le temps presse. Non mais ça va pas, vous avez été chercher des idées aussi pareilles. Coucou, je suis juste devant toi. Mais comment est-ce possible? Oh c'est rien, j'ai encore cassé la courroie. Pourquoi est-ce que je vous raconterai des histoires? Vous pouvez me croire, j'ai bien changé comme je vous l'ai déjà expliqué. Fait de ce repère un endroit tellement magnifique qu'ils voudront faire la une de leur journal. Et là, je leur dirai non. Moi. Vous, Majesté, vous, sans aucun doute. Alors, tu as trouvé la clé du mystère, la science? Je crois bien que oui. Il semblerait que notre dormeuse appartienne à l'espèce humaine. Et patron, vous avez vu qui j'ai capturé? Oh, surtout pas ce qu'il vous a raconté à propos du clown de rêve. Oh, elle devient plus lourde chaque année. Elle commence aussi à se rouiller. Oh, je t'ai dit de garder le sourire, Fritos. Hey, qui a osé faire ça? Qui a tué le boxeur fou?
Sonic fonce et réfléchit ensuite. Vrai ou faux? Non, je ne suis qu'un simple équidné. C'est pour ça que je ne vais pas la ramener avec mon charme naturel, ma force inimaginable ou mon intelligence de compète. Pourquoi vous vous cachez? Je suis qu'un inoffensif messager. Eh dis donc, j'espère que Sandy va pas essayer de m'attaquer par derrière. Le pire ennemi de notre dogme, le chef de leur commando, a disparu chez les Mossai. Mais mon père ne paiera pas de loyer si je ne trouve pas quelqu'un de responsable, tu sais, style premier de la classe. C'est plutôt risqué. Il n'a rien à nous offrir. En ma qualité d'homme le plus charmant, le plus beau, le plus gentil de tout le pays, je vous fais la promesse de garder notre ville propre. J'ai le plaisir de vous présenter ma belle-mère. Elle est gentille, vous n'avez rien à craindre d'elle. Vite, filons d'ici. Les autres ont peut-être subi le même sort et ont atterri ici eux aussi. Il m'a tapé dessus avec un polochon. Depuis, j'ai des pertes de mémoire, j'oublie ce que je viens de dire. J'ai des pertes de mémoire, j'oublie ce que je viens de dire. Quand j'ai ouvert la télé et que j'ai vu ce type, j'ai pensé que c'était un film, tellement c'était incroyable. Une bande de filles, hein? Je sens que Lunagi va bien se régaler ce soir. Ça a l'air dangereux, vas-y d'abord. Et vous, dites-moi qui vous êtes. Tu la ramènes moi. Je préfère rester debout. Tu sais, je passe pas toute ma vie au boulot. Tu m'avais fait promettre de ne jamais sortir la nuit et de ne pas m'approcher de la piscine si j'étais seul. Tu rigoles moins là? Ça t'apprendra à frimer avec ton bras bionique à la con. Eh oh, à qui le tour de faire la vaisselle? Ouais, bah on est des fruits. Je n'ai encore jamais vu un avion télécommandé aussi petit que ça. Dis-moi mon garçon, tu es bien Christopher Sandike, tu es le fils de Nelson Sandike, le président directeur général de Starship Software, la plus grosse entreprise actuelle dans le secteur informatique. Oui, je suis comme ça, j'ai besoin que ça aille vite, moi. De toute façon, mes chances de le battre étaient minces si je l'avais combattu tout seul. Main du destin! Diamond, pose ça tout de suite! Si j'avais eu ton optimisme, je n'aurais pas vécu la triste existence que j'ai eue. Apparemment, j'ai pas trop de choix. En fait, ta taille ne change rien à l'affaire. Tu es plus gros, mais toujours aussi ennuyeux. Ça, c'est clair. Ça me fait plaisir d'être utile. J'ai la tête qui tourne. C'est rien, ça. Avoir la tête qui tourne, c'est ça. C'est le lieutenant Ross. C'est horrible, elle... Yo, 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 on n'a pas de talent et on est nul en chant. Mais on est jeune et beau, y'a que ça qui plaît aux gens. Plus c'est niais, plus c'est diffusé à la télé. Plus c'est bateau, plus c'est diffusé à la radio. Tu es unique, t'es complexe, tout en étant belle. Et je vais pas dans l'hyperbolique. Gravons nos deux noms sur un tronc. C'est du vandalisme, mais c'est symbolique. Si vous voulez la nouveauté, faudra repasser. Nous, notre musique, elle est bien périmée. Car nous, notre petite mélodie est hyper oisive. Mais bon, ça c'est normal, on est la boys band pourrie.